Bienvenue pour ce dernier rendez-vous expert de cette belle année 2020, consacrée aujourd'hui à la sous-traitance. Alors la sous-traitance, qui constitue un assouplissement au principe général de l'exécution personnelle des marchés publics, a fait l'objet d'une étude publiée en juillet dernier par l'OECP. Alors si son cadre juridique prévu par la loi du 31 décembre 1975 et le Code de la commande publique est connu par les différents acteurs, sa mise en œuvre peut cependant parfois soulever des difficultés pratiques, s'agissant par exemple de son périmètre, des relations entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant, des modalités de paiement, etc. Raphaël Appelbaum, avocat associé au sein du cabinet LexCase en charge de la pratique du droit public des affaires, qui intervient régulièrement sur des contentieux, sur des affaires relatives au marché public et à la commande publique au sens large, au bénéfice d'opérateurs privés ou donneurs d'ordre. Donc, on va vous proposer, au travers de l'étude de différents arrêts, de faire le point sur les bonnes pratiques à mettre en place en matière de sous-traitance. Alors, avant de vous laisser la parole, maître, je vous rappelle aux participants que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet questions. Maître Appelbaum, je vous laisse la parole. Merci Richard, merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Richard, est-ce que le son de ma voix est audible? Oui, très bien, vous pouvez y aller. Parfait. Bon, alors, ce matin, effectivement, l'idée, c'est de faire un peu un panorama des nouveautés ou du moins des problématiques qui ont pu être gérées ces derniers temps, parce qu'il y en a eu. Effectivement, sur les 24 derniers mois, il y a eu pas mal de décisions du Conseil d'État, mais aussi de cours administratifs d'appel, qui sont venus apporter des précisions importantes sur le régime de la sous-traitance. Hein. Vous le savez, la loi 75, mais elle a 45 ans aujourd'hui. C'est une des lois de commande publique qui n'a pas subi de fortes modifications sur les dernières décennies. Et l'intérêt aussi du Code de la commande publique, c'est que cette loi en matière de marché public a été codifiée désormais au Code de la commande publique. Et le Code de la commande publique, aujourd'hui, vous offre effectivement une boussole réglementaire et législative très facile d'accès. En introduction, je vous donne juste effectivement les références de cette boussole. En partie législative, c'est 2193-1 à 14. Et en partie réglementaire, c'est 2193-1 à 22. Ça tient sur 3 pages à 4 et c'est l'essentiel de ce qu'il faut savoir effectivement pour gérer vos affaires de sous-traitance au point de vue tant du donneur d'ordre que du titulaire et bien entendu du sous-traitant. Alors, en introduction, Richard l'a mentionné, on a eu effectivement une étude, et on avait peu sur le domaine, une étude de l'Observatoire OECP qui a rendu cet été effectivement une étude statistique. Des choses qui sont intéressantes. Hein, 76% des actes de sous-traitance concernent les PME. C'est véritablement un levier effectivement pour associer des PME à la commande publique. 75%, presque 2/3 des opérations sous-traitance sont dans les travaux, ce qui veut dire, a fortiori, que services et fournitures se partagent uniquement 25% des opérations de sous-traitance. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, peut-être, Richard ou Christophe, est-ce que vous devez prendre la parole pour exposer le modus operandi des questions? Non, non, ça va aller. Vous pouvez continuer votre intervention. Très bien. Alors, sur ce matin, du moins sur l'heure que nous avons ensemble, on va voir le sujet du périmètre de la sous-traitance, parce que c'est un sujet qui a été effectivement débattu. Peut-on interdire, peut-on restreindre le périmètre de la sous-traitance? La remise en cause du sous-traitant défaillant, est-ce que c'est possible et comment ça marche? Est-ce qu'on peut faire de la sous-traitance au-delà du DC4? Est-ce que c'est possible ou non? Est-ce qu'il y a un risque pour le MOA? La demande de paiement direct, eh bien, jusqu'à quand les adresser lorsqu'on est un sous-traitant? Et jusqu'à quand les recevoir lorsqu'on est effectivement donneur d'ordre? Le respect du formalisme dans la demande de paiement, c'est toujours d'actualité et on verra qu'il y a toujours des erreurs qui coûtent cher.
Les avances, que se passe-t-il sur les avances effectivement lorsqu'il y a une résiliation du contrat en cours de route? Et ensuite, un point effectivement sur l'action du MOA contre le sous-traitant. On sait tous qu'il n'y a pas de lien contractuel entre le MOA et le sous-traitant, mais est-ce qu'il y a des actions possibles du MOA vers le sous-traitant? On connaît l'action du sous-traitant vers le MOA qui va réclamer son paiement direct, mais l'action du MOA contre le sous-traitant est un sujet qui a été peu abordé jusqu'à présent. Alors, rappel sur le cadre juridique de la sous-traitance et puis sur ce fameux circuit de paiement qui n'a pas bougé. La règle, c'est que le sous-traitant doit effectivement notifier sa demande à l'entrepreneur et en parallèle, donc c'est le chemin numéro 1 que vous voyez ici sur le slide, et en parallèle, il doit transmettre effectivement cette même demande au MOA et il doit informer le MOA qu'il a bien réalisé cette notification numéro 1 à l'entrepreneur, puisque le MOA doit aussi s'interroger sur le fait est-ce que l'entrepreneur a bien été informé de la demande du sous-traitant. Et en général, l'entrepreneur qui reçoit en numéro 1 la demande du sous-traitant, ensuite va l'analyser dans un délai de 15 jours et la faire remonter vers le MOA, ou s'il y a un désaccord, numéro 3, la faire redescendre sur le sous-traitant. Donc, avec ce bref schéma, on rappelle ce qui est déjà connu depuis longtemps, mais c'est le circuit de paiement, le circuit de présentation des demandes de paiement plus précisément, qui nécessite toujours aujourd'hui de la vigilance parce que lorsqu'on sort de ce circuit, il y a des fautes et il y a des difficultés pour les sous-traitants et aussi pour les MOA, on y reviendra tout à l'heure. Autre caractéristique, c'est que la DC4 n'est pas un acte contractuel, c'est un acte déclaratif. Je reviendrai sur cette distinction. Et dernière précision ici, le droit au paiement direct, c'est un droit pour le sous-traitant. Il y a beaucoup de confusion, on a beaucoup de discussions chaque année sur ce sujet. C'est un droit qui est reconnu par la loi aux sous-traitants. Bien entendu, on ne peut pas y faire échec ou obstacle dans le cadre du marché ou du contrat de sous-traitance, mais cela signifie que le sous-traitant a un droit sur qui règle ses factures. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible que le sous-traitant souhaite être réglé directement par l'entrepreneur, et donc un paiement du sous-traitant directement par l'entrepreneur et non pas par le MOA, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui s'organise et c'est un droit qui est donné au sous-traitant. Alors, je rentre dans le vif du sujet sur le périmètre. Le périmètre des prestations, là, c'est toujours la grande question. Est-ce qu'on peut interdire? Est-ce qu'on peut limiter? Est-ce qu'on peut encadrer le champ du possible en matière de sous-traitance? Ici, à l'écran, je ne vais pas le lire, il s'affiche l'article du Code de la commande publique qui permet effectivement qui dit deux choses. Premièrement, qui reconnaît effectivement le droit de sous-traiter au titulaire, et en même temps, le deuxième alinéa qui reconnaît le droit à l'acheteur public, d'encadrer, de limiter effectivement ce droit. Alors première chose, on le sait, une interdiction totale et absolue de sous-traitance n'est pas possible, n'est pas tolérée, n'est pas acceptée aujourd'hui dans le droit européen ou le droit national de la commande publique. Mais ce mécanisme du 2193.3, c'est la philosophie là, du double cercle, un noyau dur. On considère que j'ai un noyau dur de tâches que je considère comme essentielles, que je ne souhaite pas voir sous-traiter, pour lesquelles je souhaite avoir une exécution personnelle avec le titulaire direct de mon marché public. Et ensuite, le reste en dehors de ce noyau dur, ça va devenir effectivement le champ du possible en matière de sous-traitance. Alors, quelques indications. 35% des acheteurs publics ont recours à cet outil, d'après la dernière étude au CP. Et au point de vue rationné matérialisé, on retrouve effectivement cet outil dans des opérations complexes ou techniques, donc informatique, maintenance, la coordination SPS, par exemple. Alors, ça, c'est un outil aujourd'hui effectivement qui existe, vous l'avez bien compris, c'est encadré, limité, ça ne peut pas être une interdiction générale et absolue. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est de voir comment ça se passe en pratique. Et là-dessus, on a deux boussoles
jurisprudentielles de 2016 et 2019 qui ont été données par la Cour de justice, qui nous donne effectivement un modus operandi sur ce que l'on peut faire. Alors, en résumé, la CJUE là-dessus sanctionne et rappelle à l'ordre une clause qui imposerait par exemple au titulaire d'exécuter personnellement 25% des travaux. Elle est excessive, non pas en sens pourcentage, mais elle est surtout abstraite. C'est-à-dire qu'elle est excessive dans son langage et elle est abstraite parce qu'on ne sait pas véritablement à quoi ça correspond, on ne comprend pas véritablement la motivation de l'acheteur public. Ça, c'est le premier sens de la jurisprudence numéro 1 de 2016. Ensuite, deuxième apport de la Cour sur une autre jurisprudence qui considère là, en discutant en question préjudicielle une loi, eh bien qu'une loi qui considérerait qu'on peut limiter la sous-traitance à 30% du montant du marché et en plus interdire la rémunération des entreprises sous-traitantes, que cette rémunération soit inférieure à plus de 20% au prix unitaire du marché, cela est encore une fois excessif et trop abstrait et cela est sanctionné. Ce qu'il faut retenir de ces deux jurisprudences, c'est que lorsque vous utilisez l'outil 2193.3 pour encadrer, il faut que vous puissiez motiver et préciser les tâches essentielles. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fixer un pourcentage, cela n'est pas possible. Fixer un montant en euros en disant je veux que 50 000 euros sur mon marché de 100 000 soient en exécution directe, cela n'est pas possible. Il faut prendre tout simplement votre CCTP et en disant voilà, pour telle et telle mission, je souhaite une exécution directe parce que je considère que ce sont des tâches essentielles. Donc la boussole n'est pas le pourcentage, la boussole ne peut pas être le porte-monnaie, la boussole va être votre CCTP et le donneur d'ordre sur la base de son CCTP va découper au scalpel les tâches essentielles, les tâches qu'il considère comme essentielles et qui doivent être exécutées en direct par le titulaire et qui, donc, a fortiori, ne peuvent pas donner lieu à une sous-traitance. Alors, jurisprudence importante depuis en 2017. Hein, je vous le disais, on a eu depuis 2017 jusqu'à 2020 là quelques jurisprudences très importantes du Conseil d'État, alors que le Conseil d'État avait été plutôt silencieux auparavant sur le régime de la sous-traitance. Et ce sont ces jurisprudences là sur lesquelles on souhaitait revenir avec vous ce matin. Donc Baudin-Châteauneuf de 2017. On a un sous-traitant qui est défaillant dans le cadre de son exécution, un maître d'ouvrage et un titulaire qui se mettent autour de la table et qui envisagent ensemble des représailles. Et les représailles, c'est tout de suite de fermer le porte-monnaie et donc de modifier le DC4 et de réduire les prestations sous-traitées aux sous-traitants. Et donc il y a eu un contentieux, bien sûr, sur ce sujet. Et la question, c'était si on a un problème avec un sous-traitant, est-ce que le MOA et le titulaire peuvent en faire leur affaire, régler cela en catimini et remettre en cause la DC4. Le Conseil d'État, et là c'est la première fois qu'il s'exprime là-dessus, donne une réponse négative. Donc, et là la philosophie, l'analyse du Conseil d'État est assez simple. Il considère que le DC4 qui est remis dans le cadre d'un appel d'offres est un acte déclaratif qui est une photographie du contrat privé de sous-traitance. C'est une photographie. Hein. Il n'y a pas d'autre terme. Il n'utilise pas le terme de photographie, mais c'est véritablement sa logique. Et donc, suivant cette logique, eh bien, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ne peuvent pas toucher la photographie puisqu'ils n'ont pas la main mise sur le contrat de sous-traitance. L'entrepreneur, oui, il pourrait l'avoir, bien entendu, sous réserve d'avoir l'accord de volonté avec son sous-traitant. Et donc, Baudin-Châteauneuf dit, eh bien, même s'il y a un problème avec le sous-traitant, le MOA et le titulaire ne peuvent pas modifier comme ça de manière autonome, indépendante, sans concertation avec le sous-traitant, ne peuvent pas modifier la DC4 en termes de punition de représailles. Donc, de représailles. Ça, c'est effectivement un rappel à l'ordre. Alors, c'était la logique effectivement juridique, mais c'est la première fois dans Baudin-Châteauneuf que le Conseil d'État se prononce aussi clairement sur ce caractère protégé de la DC4 pour le sous-traitant. Alors,
La remise en cause du sous-traitant défaillant, est-ce que c'est possible en cours de route? Sur les faits, on est sur une opération de travaux. Le titulaire, donc on est en secteur hospitalier, le titulaire avait sous-traité 2 opérations, désamiantage et démolition. Et le MOA, en cours de route, remet en cause l'agrément du sous-traitant en raison de manquements qu'il reproche en direct à ce sous-traitant. Et la question, c'était quelle est la position de ce sous-traitant? Comment peut-il réagir? A-t-il un moyen effectivement de contester cet état de droit? Alors, parce que c'est vrai que le sous-traitant, jusqu'à présent, et on va le voir, on avait souvent des problématiques, et c'est très souvent le cas, des problématiques financières de paiement direct ou de réclamation. Et là, dans cette décision, le cas était particulier, donc un MOA qui retire en cours de route l'agrément d'un sous-traitant, et donc ça veut dire qu'il le met hors jeu. Alors, la réponse de la Cour administrative de Lyon est intéressante parce que c'est la première fois que cette problématique a été traitée par un juge administratif, et il reconnaît la possibilité aux sous-traitants de venir contester devant le juge administratif cette décision du MOA. C'est la première fois que le juge administratif ouvre cette brèche. C'est une brèche parce que, encore une fois, on autorise là, dans cette situation, le sous-traitant à rentrer dans l'arène du marché public, alors que c'est une arène contractuelle qui ne le regarde pas, qui regarde uniquement le donneur d'ordre et le titulaire. Et là, le juge administratif va autoriser le sous-traitant à rentrer dans cette arène et à venir contester, eh bien, le refus d'agrément, qui est une mesure finalement d'exécution du marché public, mais qui, effectivement, comme le rappelle la Cour, a un impact direct sur le sous-traitant. Et c'est pour cette raison, effectivement, que le juge administratif a admis le sous-traitant à venir contester, sur la base d'un recours en reprise des relations contractuelles, l'acte du MOA. Alors, quand on dit sur la base du recours en reprise des relations contractuelles, c'est bien entendu forcer effectivement le MOA à retirer sa décision et à reprendre l'exécution contractuelle avec le titulaire et sous-entendu avec le sous-traitant dans le cadre de sa DC4. Le juge administratif quand même ouvre cette possibilité, mais il prend la précaution de dire là-dessus qu'il refusera effectivement de donner acte aux vices de forme et au formalisme en lien avec un refus d'agrément. Donc, il ne va regarder que la responsabilité quasi délictuelle du MOA dans cette action. Est-ce que, par exemple, ce défaut de motivation ce défaut d'agrément ou ce retrait d'agrément était motivé par des faits bien réels et bien justifiés? Je le précise ici avec 2 observations. Donc, la nature même du recours, vous l'avez compris, c'est l'action du sous-traitant devant le juge administratif qui conteste une mesure d'exécution du contrat qui a été prise par le MOA et qui vient impacter directement son exécution à lui, dans le cadre de sa sous-traitance. Donc, c'est l'ouverture à un tiers au contrat, de l'ouverture et la possibilité de rentrer dans l'arène. Je ne mets ici à rapprocher de l'arrêt SMPAT. Vous savez, SMPAT 2017, ça a été la possibilité à un concurrent évincé, qui est donc tiers au contrat, de venir contester ce contrat directement devant le juge administratif. Là, les juges administratifs de Lyon suivent cette logique en refusant effectivement de considérer que le marché est sanctuarisé. Il peut donner lieu à des interventions comme ça de tiers, et c'est le cas ici avec cette jurisprudence de 2019 concernant l'intervention du sous-traitant. Ensuite, sur la responsabilité du MOA, là-dessus, justement, le juge administratif dit, un retrait d'agrément en cours de route, c'est pas sans risque pour le sous-traitant, et donc c'est pas sans responsabilité potentielle pour le MOA si jamais il y a des erreurs d'analyse, de jugement, d'appréciation. Et là-dessus,
justement, la responsabilité potentielle du MOA serait finalement un contrôle abusif ou une motivation non justifiée par les faits. Vous savez qu'il y a un important arrêt que je cite ici, qui est Société Keller de 2017, où le Conseil d'État a reconnu le droit au MOA de contrôler les prestations sous-traitées, mais simplement sur la conformité des travaux réalisés par rapport à ce qui était demandé. Le Conseil d'État est très strict là-dessus. Le MOA ne peut pas rentrer dans une appréciation qualitative des travaux réalisés par le sous-traitant. C'est une frontière, un mur de Berlin qui est très important pour le Conseil d'État. Le MOA ne rentre pas dans l'appréciation qualitative, mais il peut rentrer dans une appréciation de la conformité. Est-ce que ça a été fait, par exemple? Est-ce que c'est bien réalisé? Je vois pourquoi je vous réglerai, ou je ne vois pas pourquoi je vous demanderai, je vous autoriserai à rester sur le marché si vous êtes en retard et si vous êtes en défaillance. Et donc, là-dessus, le juge de Lyon ouvre la possibilité d'une responsabilité délictuelle, parce qu'il n'y a pas de contrat, entre le MOA et le sous-traitant. Alors, autre question, est-ce qu'on peut sous-traiter au-delà de la DC4? Est-ce qu'on peut aller s'engager au-delà de la DC4? Là-dessus, une décision Istanbert de décembre 2019 qui est importante. Un sous-traitant a demandé au MOA un paiement de 128K TTC et ça représentait grosso modo 20 000 € de plus que le montant de son acte spécial. Donc la question, est-ce que le maître d'ouvrage doit-il payer le sous-traitant de travaux supplémentaires au-delà du montant prévu par l'acte spécial, et sa responsabilité peut-elle être engagée? La réponse du Conseil d'État, non. Le MOA ne peut pas payer directement le sous-traitant. La boussole reste la boussole du DC4. Et oui, la responsabilité du MOA peut être engagée si celui-ci avait connaissance du dépassement du montant de l'acte spécial et n'a pas pris de mesures pour mettre fin à cette situation. Alors, c'est intéressant parce que dans cette jurisprudence de 2019, on dégage une responsabilité, donc une obligation à la charge du MOA, de contrôler ce qui se passe sur son chantier et de vérifier effectivement que le sous-traitant ne s'engage pas dans des prestations au-delà de sa DC4, sur le plan du quantum et sur le plan opérationnel. Alors, bien entendu, pour qu'il y ait une responsabilité, encore faut-il prouver une faute. Il faudrait, et là le juge est attentif. Le juge dit c'est possible, mais il faut que le MOA effectivement ait été informé de cette situation, qu'il en ait eu connaissance, par exemple dans les comptes rendus du chantier, et qu'il soit resté inactif dans cette situation. Et si les éléments de fait et de preuve sont réunis, et bien dans ce cas-là, il a une obligation de mettre en demeure le titulaire ou le sous-traitant de régulariser cette situation. Et s'il ne le fait pas, eh bien, dans ce cas-là, il engage sa responsabilité quasi délictuelle. Donc, précision sur Istanbert, deux conditions qui sont deux conditions cumulatives. Un, il faut effectivement que le MOA ait connaissance du dépassement du plafond déclaré au DC4. Et deux, il n'est pas mis en demeure le titulaire ou le sous-traitant. Sur ces deux conditions, alors bien entendu, j'en ai discuté et ça sera toujours une source de discussion et de complexité. À quel moment on peut considérer qu'il en a connaissance? Là-dessus, le conseil pratico-pratique que je donne aux donneurs d'ordre, c'est, sur la base de cette jurisprudence Istanbert, peut-être de prévoir dans le CCAP du titulaire, une clause portant obligation d'information de la part du titulaire vers le MOA lorsque le sous-traitant atteint peut-être 95% de la DC4 ou 90% de la DC4. Et une autre clause informant le MOA du dépassement du sous-traitant dans le cadre de sa DC4. Ces deux clauses peuvent être rédigées au cas par cas, mais elles permettraient effectivement de mettre à la charge du titulaire une obligation de vigilance et d'information à l'égard du MOA. Donc, pour prévenir effectivement ce problème de responsabilité quasi actuelle et cette obligation de mise en demeure, je préconise effectivement de travailler le CCAP pour mettre cette obligation au cas par cas sur le titulaire. Alors,
L'idée, c'est que, bien entendu, hein, c'est le nota bene que je donne ici en bas de slide, le paiement direct reste applicable au-delà du montant fixé dans la DC4 au titre des indemnités dues aux sous-traitants pour les travaux supplémentaires. S'il y a un accord effectivement au niveau du décompte du décompte général sur des travaux supplémentaires, eh bien dans ce cas-là, l'accord suffit pour payer effectivement le sous-traitant. Mais vous avez compris que cette jurisprudence, ce qui est important ici à retenir, c'est une nouvelle obligation du MOA au titre de son contrôle et de son pilotage du chantier. Alors, autre question qui a été tranchée là en 2019, et d'ailleurs avec deux décisions, je vais les commenter ici, la première du Conseil d'État et une autre qui est un peu plus récente de Marseille. EMJ de décembre 2019, du 2 décembre 2019, la question c'était jusqu'à quand le sous-traitant doit-il ou peut-il présenter sa demande de paiement direct, puisque le texte de la loi nous parle d'une demande présentée en temps utile et dans les formes prescrites auprès du maître d'ouvrage. Alors, l'idée c'était effectivement que faut-il entendre par en temps utile, Jusqu'où peut-on aller dans le calendrier? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça doit être X jours avant telle opération? Par exemple, la présentation du projet de décompte. Comment ça marche? Alors, là-dessus, c'est une réponse importante du Conseil d'État, avec des conclusions Gilles Pélissier qui sont très fournies, qui sont d'ailleurs disponibles sur le site Ariane Web. La réponse est jusqu'à la notification du décompte général par le MOA. Et après, il est trop tard. Donc là-dessus, c'est la première fois que le Conseil d'État vient préciser effectivement la notification du décompte général par le MOA. Et donc, la position du Conseil d'État, c'est, quand on lit les conclusions des policiers, en gros, il dit eh bien, un sous-traitant qui est vigilant et qui est professionnel, il présente ses factures en temps et en heure, et il n'y a pas de raison pour qu'il n'ait pas présenté ses demandes de paiement direct au stade des opérations de décompte, qui viennent après les opérations OPR et qui viennent en plus, là il cite la notification du décompte général par le MOA, il ne dit pas la présentation du projet de décompte par le titulaire. Donc, il fixe une barrière qui est la notification du décompte général. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, que si jamais il rate cette fenêtre, le sous-traitant n'a pas possibilité de payer, mais il ne sera pas payé en direct. Il n'a pas la possibilité d'actionner effectivement le paiement direct au titre de la loi 75 et du Code de la commande publique. Il y aura un sujet entre lui et le sous-traitant, entre lui et le titulaire, sur le paiement de ses prestations. Alors, je disais Marseille parce que oui, EMJ c'est décembre, et quelques mois avant, en septembre, on avait eu une décision importante à Marseille qui posait la même question du calendrier. Et là-dessus, les juges de Marseille, eux, avaient déjà réfléchi à la question, et eux avaient autorisé la présentation, ou du moins l'acceptation de demandes de paiement direct après la notification du décompte, parce qu'il y avait eu une réclamation sur celui-ci. Il y avait une réclamation sur celui-ci, et donc les juges avaient accepté effectivement de considérer que cette demande n'était pas tardive en raison effectivement de la réclamation. Alors, elle est en conflit. C'est une question. Elle est en conflit avec EMJ, qui vient effectivement 2 mois après, parce que dans son libellé, EMJ du Conseil d'État est assez strict en disant c'est la notification du décompte général, et il ne parle pas de l'hypothèse Massala, qui est l'hypothèse de on a une réclamation effectivement du titulaire sur le décompte. Donc, il y a là-dessus peut-être une incertitude, mais j'ai pas la boule de cristal. Mais quand on lit quand même les conclusions de Gilles Pélissier sur EMJ, la position semble assez claire dans sa motivation. Il faut que les demandes de paiement direct remontent auprès du maître d'ouvrage avant que celui-ci ne se prononce sur le décompte. S'il y a une réclamation, eh bien c'est un autre sujet, mais la sécurité voudrait effectivement que tout soit remonté auprès du maître d'ouvrage avant les opérations de décompte, en tout cas avant la notification du décompte général.
générale, et la jurisprudence Massala de septembre, pour moi, elle est effacée par EMJ du Conseil d'État de la même année, mais du mois de décembre. Alors, je mentionnais tout à l'heure en introduction le formalisme. On a du formalisme dans les opérations de décompte, on a du formalisme dans les marchés publics, on a du formalisme dans la demande de paiement. Et pourtant, bon, le formalisme, je l'ai rappelé tout à l'heure, il est assez simple, hein. Le sous-traitant présente sa facture au titulaire. Elle est libellée, celle-ci est libellée à l'attention du maître d'ouvrage. Le sous-traitant en parallèle notifie cette même facture auprès du maître d'ouvrage en l'informant que la notification auprès de l'entrepreneur principal a été faite. Voilà, le formalisme, il peut être résumé là en 15 secondes. Et pourtant, là, on voit encore effectivement des sorties de route et des erreurs. Dans cette jurisprudence de Paris de juin 2020, le sous-traitant avait fait 2 demandes de paiement. La première est adressée au titulaire sans y faire figurer le nom du MOA et sans y faire figurer une demande de paiement direct. Et puis la seconde était adressée directement au MOA sans preuve de l'envoi au titulaire. Donc erreur sur les deux. Donc la question, est-ce que le MOA doit-il payer ces 2 factures? Ben non, la méconnaissance de la procédure de demande de paiement direct est là-dessus sanctionné de manière absolue, c'est-à-dire pas de paiement direct si le respect du formalisme, du moins de procédure d'envoi n'est pas respecté par le sous-traitant. Alors là-dessus, oui, c'est en ligne avec Département de l'Hérault de 2017, parce qu'on a effectivement chaque année des jurisprudences qui rappellent ce formalisme assez simple, mais pourtant qui pose toujours des difficultés en pratique sur certains dossiers. Autre illustration de ce formalisme, en avril 2020, à la Cour administrative d'appel de Paris, 2 demandes de paiement qui sont transmises par le sous-traitant. La première, elle ne contient aucune demande chiffrée. Et la seconde ne comporte aucune demande chiffrée non plus, et portée sur des travaux qui n'étaient pas réalisés. Alors, on peut dire c'est du grand n'importe quoi, mais voyez-vous, ça a donné lieu à un contentieux première instance, appel. Et donc, la question, est-ce qu'on doit payer? Est-ce qu'on doit payer ces 2 factures? Et donc, la réponse est non. La réponse est non, parce que, d'une part, le formalisme n'était pas présent, n'était pas respecté dans le libellé, dans la précision effectivement de la demande chiffrée. Et puis aussi, on le rappelle toujours, hein, on a la possibilité en tant que MOA de vérifier non pas la qualité des prestations sous-traitées, mais leur réalité, hein, leur réalité et leur conformité. Hein. C'est très important de toujours garder à l'esprit effectivement ce pouvoir de contrôle qui est encadré et limité, mais qui existe pour autant. Et donc là, en l'occurrence, le MOA qui était un OPH avait simplement considéré que les travaux qui étaient mentionnés à demi-mot là dans une des factures n'avaient pas encore été réalisés. Et donc, il était hors de question, effectivement, de ne serait-ce que d'analyser cette demande de paiement direct. Donc, bien libeller les demandes de paiement direct, bien suivre le circuit, et puis bien entendu s'assurer effectivement que ces demandes de paiement direct sont en lien avec des prestations qui ont été réalisées, parce que sinon effectivement ça crée des bugs inutiles dans le circuit de paiement. Alors une autre jurisprudence là du Conseil d'État de mars sur les modalités de récupération de l'avance en cas de résiliation. Les faits sont assez simples, hein. On avait 2 sous-traitants agréés, il y avait des avances qui avaient été forfaitaires qui avaient été libérées, 20% du montant. Et le centre hospitalier, on était dans des travaux hospitaliers, constate l'absence de reprise de chantier par le titulaire et prononce la résiliation pour faute en 2011. Donc, met fin au marché public. Et donc, du coup, vous comprenez, si on met fin au marché public, toutes les opérations de sous-traitance partent avec l'eau du bain. Et donc, du coup, titre de recette du CH pour récupérer les avances qui avaient été remises auprès des sous-traitants. Et là-dessus, donc, est-ce qu'on peut récupérer les avances ainsi versées par titre de recette? La réponse est oui.
bien sûr, la réponse est oui. Lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, bien le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant. Donc ça, c'est une jurisprudence du 4 mars 2020. Précision sur cette même jurisprudence. Et il y a une précision, une réserve qui est donnée par le Conseil d'État qui considère que le remboursement peut ne pas être intégral en prenant en considération les dépenses réalisées, soit par le titulaire ou sous-traitant, et qui ont été exposées par ces derniers, qui correspondent à des prestations bien prévues au marché et effectivement réalisées. Donc là-dessus, s'il y a un titre de recette pour récupérer l'avance, il y a une possibilité de contestation effectivement en utilisant cette réserve qui a été donnée par le Conseil d'État. Et puis autre réserve là-dessus, c'est intéressant, le Conseil d'État donne un peu un guide, un conseil aux sous-traitants en disant, en tout cas, le sujet de pourquoi j'ai résilié le marché, ça, vous allez voir directement avec votre entrepreneur principal. Et donc là, le Conseil d'État dit, si vous avez un sujet de sous-traitant sur pourquoi j'ai résilié mon marché, eh bien, vous allez voir ça devant le juge judiciaire et pour éventuellement aller chercher une faute de votre titulaire qui était en lien contractuel avec vous. Donc ça, c'est intéressant. On voit là-dessus que le Conseil d'État, on l'a vu plus tôt, accepte de temps en temps le sous-traitant d'autoriser le sous-traitant de rentrer dans l'arène du marché public. Mais là, clairement, le Conseil d'État dit je n'irai pas plus loin. Et si vous voulez remettre en cause la motivation de ma résiliation, eh bien, vous êtes hors sujet devant moi et vous allez voir le juge judiciaire pour discuter de cela. Alors, c'est Douai, janvier 2020, oui, donc on a un florilège comme ça de plusieurs jurisprudences sur les 24 derniers mois, et c'est des jurisprudences très importantes parce qu'elles viennent répondre à des questions qui restaient encore mal cadrées soit par la loi transposée et codifiée, ou soit par les quelques jurisprudences qu'on a pu cumuler ces dernières années. Ici, cas de l'action du MOA contre le sous-traitant. Attention, action du MOA contre le sous-traitant. C'est pas le sous-traitant contre le MOA. Est-ce que le MOA peut venir chercher directement le sous-traitant dans le cadre d'une exécution? Alors, tout de suite, la réponse serait non, on n'a pas de contrat entre le MOA et le sous-traitant. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, donneur d'ordre, je pourrais accéder directement à une action contre le sous-traitant. Alors, là-dessus, la Cour de Douai a innové en disant, oui, il y a une possibilité, c'est d'aller chercher le sous-traitant, mais sur le terrain quasi délictuel. C'est clair qu'il n'y a pas de contractuel, donc il n'y a pas de contrat écrit ou non écrit entre les deux, mais le sous-traitant participe quand même à une exécution, à une opération de marché public, et il n'est pas illogique d'autoriser une discussion sur la responsabilité quasi délictuelle. De la même manière qu'on a vu tout à l'heure que le sous-traitant pouvait aller chercher une responsabilité quasi délictuelle du MOA sur un retrait d'agrément, et bien là, c'est le retour de la balance. Le juge administratif dit ce chemin, cette passerelle de la quasi délictuelle, elle est possible dans les deux sens, et j'autorise effectivement une éventuelle action du MOA contre le sous-traitant. Donc là, c'est effectivement une confirmation de 2015. Et c'est la Cour de Douai de janvier 2020 qui vient donner effectivement cette confirmation avec effectivement une autre précision ici sur la Cour administrative de Nantes d'octobre 2020, même sujet, une contestation, du moins une action envisagée par le MOA contre le sous-traitant dans le cadre d'un contentieux marché de désordre. Eh bien, les juges acceptent effectivement cette action sur le terrain quasi délictuel et non contractuel, mais ils fixent quand même une condition, c'est que ils disent en substance, on va autoriser le donneur d'ordre à aller chercher le sous-traitant et à amener dans la danse contentieuse devant le juge administratif, mais il faut quand même que le titulaire ait été approché, inquiété dans l'histoire. Ça veut dire que le juge administratif n'acceptera pas une mise en cause quasi délictuelle du sous-traitant en direct
de manière autonome, indépendante, sans que dans la même instance, il y ait une discussion sur le terrain contractuel avec le titulaire. Alors, bien entendu, le juge administratif, il est flexible. Il reconnaît que si, en fonction des cas d'espèce, eh bien, le sous-traitant, le titulaire a totalement disparu et tout simplement est mort ou en faillite, justement, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, il accepte effectivement de ne regarder que le sous-traitant et d'avoir un débat uniquement sur la quasi délictuelle. Mais il rappelle quand même que justement, on ne peut pas aller chercher le sous-traitant sans être allé chercher le titulaire au préalable. Et que les deux finalement peuvent être mêlés dans la même instance, donc avec deux sujets, le contractuel entre le MOA et le titulaire, et puis dans la même instance un débat quasi délictuel sur les fautes éventuelles du sous-traitant. Bien, maître, je vous remercie pour cette présentation, ce panorama un petit peu de la jurisprudence et des nombreuses questions que pose la sous-traitance. Alors, des questions ont été posées par les participants lors de votre intervention, donc je vous demande de patienter quelques instants, le temps que maître Appelbaum prenne connaissance de ces questions et puisse y répondre. Nous revenons dans quelques instants. Alors, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Donc, première question, est-ce qu'on peut limiter la sous-traitance à 30% dans nos marchés, par exemple? La réponse est non. La réponse est non, ça veut dire que toute politique de rédactionnelle dans vos DCE qui consisterait à dire pour tous les marchés de travaux en dessous de 100 000 euros ou en dessous de 500 000 euros, on limite la sous-traitance à 30% ou je ne sais quel autre modus operandi, ça serait irrégulier car trop abstrait. Trop abstrait. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas fixer une limitation par boussole de pourcentage ou par boussole de quantum financier. Vous devez, au cas par cas, délimiter dans votre DCE, dans votre RC, le champ des tâches que vous considérez comme essentielles pour lesquelles vous voulez avoir une exécution directe du titulaire. Donc la boussole des 30% n'est pas possible. Différence entre facture et demande de paiement, c'est la même chose. C'est-à-dire que effectivement, la demande, c'est la même chose. La demande de paiement, c'est la facture vaut demande de paiement. Encore faut-il effectivement que le libellé soit bien respecté, que l'idée c'est que en général la facture est adressée au titulaire du marché. Rappelez-vous que cette facture elle est libellée à l'attention du MOA et en parallèle le sous-traitant adresse copie de cette facture et fait donc une demande de paiement direct au MOA en mentionnant bien effectivement les modalités suivies pour avoir notifié au préalable cette facture auprès du titulaire qui, lui, effectivement, a un délai d'observation. La DC4, si ce n'est pas un acte contractuel, pourquoi est-il visé dans les pièces constitutives du CCAG travaux? Alors, la DC4,
je précise effectivement mes propos, la DC4, quand vous la remettez dans l'offre, c'est un acte déclaratif, c'est une photographie du contrat de sous-traitance qui a été fait en amont entre le titulaire et le sous-traitant. Donc au stade de la remise de l'offre, la DC4, effectivement, c'est un acte déclaratif. Et après, une fois effectivement que le marché est notifié, la notification vaut agrément, vaut acceptation de cette DC4. Et là, on peut considérer effectivement que, en plus, comme vous le dites dans votre question, c'est une caisse constitutive qui est visée par l'article 4.1 du CCAJ Travaux. Donc là, elle devient effectivement, elle est transformée en acte contractuel. Mais cela étant dit, ce n'est pas parce que c'est un acte contractuel que, rappelez-vous mes propos de tout à l'heure, Baud d'Achintonneuf, c'est pas pour autant que le titulaire et le maître d'ouvrage peuvent en faire leur affaire dans leur coin sans avoir au préalable discuté avec ou du moins avoir l'accord du sous-traitant, et bien entendu cet accord il n'est pas gagné. Ne peut-on pas exclure la sous-traitance d'un marché de maîtrise d'œuvre? L'état du droit ne donne pas de liberté plus grande pour certains marchés par rapport à d'autres. Je mets de côté peut-être les marchés de défense, mais en matière de sous-traitance. Là, à ma connaissance, non, ne peut-on pas exclure la sous-traitance d'un marché de maîtrise d'œuvre? Non, on peut préciser effectivement dans l'ERC les tâches essentielles qu'on souhaite avoir en direct. Donc, rien n'interdirait, par exemple, de dire, ben voilà, sur les 5 chapitres de mon CCTP, je veux que les 4, même s'ils représentent 80%, ce sont des tâches essentielles. Si vous voulez, il n'y a pas eu encore de discussion sur, vous avez mis 90% de votre CCTP en tâches essentielles, donc ça veut dire que vous n'avez ouvert que 10% à la sous-traitance, et donc c'est abusif. À ma connaissance, on n'a pas encore eu cette discussion. On a eu des discussions sur vous avez limité de manière trop abstraite, vous avez interdit de manière trop abstraite et absolue, en l'occurrence, la sous-traitance. Donc là, c'est sanction. Mais pour répondre à votre question, je dirais que le donneur d'ordre qui souhaite s'assurer effectivement ou limiter la sous-traitance dans un marché de maîtrise d'œuvre, eh bien, le bon outil, ça serait de préciser effectivement dans le RC les tâches essentielles des missions de maîtrise d'œuvre. Question intéressante, en cas de résiliation pour faute, du sous-traitant, pouvons-nous toucher le DC4 sans l'accord du sous-traitant? Je dirais non. Je dirais non parce que la solution, ça serait pas forcément de toucher le DC4 parce que je suis pas à l'aise avec le fait de toucher le DC4. Je serais plutôt à l'aise avec un retrait d'agrément, un retrait d'agrément en disant on vous retire l'agrément parce que on a appris que votre contrat avait été résilié et donc vous n'intervenez plus et voilà. Mais dans ce cas-là, avant de faire le retrait d'agrément, il faudra bien s'assurer effectivement que le titulaire, l'entreprise principale, supporte effectivement tous les risques éventuels sur les conséquences. Donc, il y aurait peut-être quand même un accord à sceller et à écrire avec le titulaire avant de procéder de la sorte. Mais je déconseille de toucher le DC4 de manière autonome sans présence du sous-traitant. En l'occurrence, il ne sera pas présent, il ne sera pas d'accord. Alors, les montants facturés par le sous-traitant peuvent-ils varier par rapport au prix du marché de services conclu entre le titulaire et le MOA? Les montants facturés, oui. Alors, vous savez que le DC4 fixe un quantum financier qui est l'objet du paiement direct. Après, si les montants facturés sont la problématique dans votre question, c'est que quand même le MOA, rappelons-nous, doit s'assurer non pas de la qualité, mais de la conformité des travaux réalisés. Donc, si en suivant des montants de facturation différents de ce qui était prévu aux annexes du marché, ça entraîne un décalage, par exemple, dans les jalons ou dans la bonne compréhension de l'avancée des travaux par le sous-traitant, eh bien, ça risque de créer un bug avec le MOA. Donc, je dirais que ça ne pose pas de problème juridique ou contractuel, mais ça peut poser un problème dans la libération du paiement. Donc, si ça doit être fait, il faudrait que ça soit fait en information préalable avec le MOA. Alors, que se passe-t-il si les interventions défaillantes du sous-traitant aboutissent
à l'application de pénalités contractuelles dépassant le montant du contrat de sous-traitance, mais acceptable par rapport au montant global du marché. Alors, la règle, c'est que la défaillance du sous-traitant, elle donne lieu à des pénalités et en règle générale, ces pénalités, elles tombent sur la tête du titulaire. Et ensuite, c'est au titulaire de les faire redescendre sur son sous-traitant. Donc, que se passe-t-il si les interventions défaillantes du sous-traitant aboutissent à l'application de pénalités contractuelles? Déjà, elles tombent sur le sous-traitant, et si ces pénalités sur le titulaire, pardon, et si ces pénalités dépassent le montant du contrat de sous-traitance, là, il faut effectivement avoir une bonne garantie de la part du sous-traitant. Faut-il payer la demande de paiement du sous-traitant puis retenir les pénalités au titre du contrat principal? Faut-il payer la demande de paiement du sous-traitant puis retenir les pénalités? Je pense que vous savez que quand la demande de paiement est présentée par le sous-traitant au titulaire et au MOA, le titulaire, lui, il a un droit de regard aussi en disant là j'ai un problème parce que ça n'a pas été bien fait ou ça a été fait en retard, donc il y a un sujet effectivement réel de pénalité ou potentiel de pénalité, donc il a une possibilité de lever le drapeau rouge. Donc il y a et la même chose pour le MOA. Hein. Le MOA, on l'a dit tout à l'heure, il a alors c'est une appréciation in concreto. Hein, il a un pouvoir de contrôle de la conformité, il n'a pas un pouvoir de contrôle de la qualité. Donc l'entreprise principale, elle a le contrôle de la qualité, le MOA non. Donc je dirais que la boussole là-dessus, le MOA aurait tendance à aller revenir vers le titulaire pour dire est-ce que vous voulez qu'on paye ou pas cette facture de sous-traitant, sachant effectivement qu'a priori il y a une discussion sur la réalité et la qualité des travaux. Alors, il y avait une autre question, effectivement, est-ce qu'on a eu des jurisprudences OAB en matière d'un sous-traitant? À ma connaissance, non. Il n'y a pas eu de jurisprudence sur l'OAB d'un sous-traitant. Est-ce qu'un co-traitant peut sous-traiter 100% de ses prestations? On imagine un marché attribué à plusieurs titulaires. Est-ce qu'un co-traitant peut, lui, décider de sous-traiter 100% de ses prestations? Tout simplement parce que du coup, son périmètre à lui ne représenterait pas 100% des prestations du marché. Bien entendu, sous réserve de tâches essentielles qui a été précisées dans le RC, pour moi, ça serait possible. Et donc, je renvoie là-dessus sur le 2193.3, je crois, de mémoire du code. Comment libeller la facture au nom du MOA quand la relation contractuelle est avec le titulaire? L'idée, c'est les deux, c'est que la facture est présentée au titulaire dans le cadre de l'exécution de sous-traitance en lien avec le marché public. Elle donne lieu à une demande, elle vaut demande de paiement direct, et pour qu'elle soit effectivement ensuite exécutée par le MOA, il faut qu'elle soit libellée à l'attention du MOA. Donc en pratique, on met les deux, on met MOA en premier et titulaire en second. Alors, comment organise-t-on le paiement du sous-traitant directement par le titulaire? Alors, ce que je disais en introduction, le paiement direct est un droit qui est reconnu au sous-traitant, et le sous-traitant peut décider, en accord avec le titulaire, d'organiser de manière différente le circuit de paiement. Bien entendu, alors,
quand on fait cela, la priorité, c'est quand on voit faire cela, la priorité pour le maître d'ouvrage, c'est bien entendu de s'assurer de l'accord du sous-traitant dans ce circuit. Et donc là-dessus, il faut effectivement que le sous-traitant donne quitus auprès du maître d'ouvrage. Donc ça peut se concrétiser par un accord tripartite au cas par cas. Enfin, au cas par cas, ça veut dire pour chaque facture. Les factures sont présentées, mais elles sont réglées directement par le MOA au titulaire, et en même temps, avant effectivement le règlement, on a un quitus de sous-traitant qui donne effectivement l'accord au MOA pour libérer les fonds, pour éviter effectivement un double paiement. Et si le formalisme de demande de paiement direct n'est pas respecté, est-ce qu'au final, c'est l'entreprise principale qui devra payer le sous-traitant? Ben oui, parce que l'histoire du paiement direct, c'est un droit, une facilité qui est donnée au sous-traitant pour se faire payer, mais bien entendu, il a quand même un droit beaucoup plus important qui est son contrat de sous-traitance avec l'entreprise principale. Et si jamais il y a un problème effectivement au titre de l'exécution du paiement direct, mais il reste quand même en contrat direct avec l'entreprise principale et pour se faire payer. Alors après, maintenant, l'histoire du paiement direct, ça a été fait pour justement permettre aux sous-traitants d'être payés de ses prestations si jamais il subit des difficultés avec l'entreprise ou si l'entreprise principale venait à disparaître. Nous allons prendre une dernière question, si vous êtes d'accord. Et puis, on mettra fin à ce webinaire. Alors, comment un titulaire peut-il revenir sur le montant déclaré dans une DC4 en cas de litige avec son sous-traitant? Il faut, oui, c'est un peu une question qu'on a vue tout à l'heure. Il faut une modification du contrat de sous-traitance et il faut une nouvelle DC4 et aucune modification unilatérale. Et que faire si un sous-traitant non déclaré, une dernière, que faire si un sous-traitant non déclaré et donc inconnu du titulaire s'adresse directement au pouvoir allocateur pour les factures? Alors déjà, non déclaré ou inconnu, c'est pas forcément la même chose. Il faut voir effectivement au cas par cas. L'idée, ça serait la régularisation du sous-traitant dès la connaissance de l'existence de ce dernier. Donc, rappelez-vous, le nouveau pouvoir de vigilance qui est imposé au MOA dans le contrôle de son chantier, et puis surtout pas de paiement tant que le sous-traitant n'est pas régularisé. Bien, écoutez, maître, je vous remercie donc de vous être prêté à ce jeu des questions-réponses. Et je remercie donc les différents participants d'avoir assisté à ce webinaire consacré donc à la sous-traitance. Je vous invite d'ailleurs à consulter le dossier du numéro de novembre de la revue Contrat public, dont le dossier spécial porte sur cette thématique. Et je vous donne donc rendez-vous en 2021 pour de nouveaux rendez-vous experts. D'ici là, donc je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Merci à vous tous. Alors, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions parce qu'il y en a eu beaucoup, mais voilà, si jamais vous avez des questions supplémentaires, je dirais que vous pouvez toujours me les envoyer. Je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à tout le monde parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, mais on va dire j'essaierai de le faire avant la fin de semaine. Écoutez, merci maître pour votre proposition. Et voilà, mais jusqu'à la fin de semaine. Après, c'est plus possible. Bonne fête et à bientôt.